pour les questions. Il y a Marc-Antoine là qui se prononce. J'avais 3 questions et demie en fait. 2 et demi pour Frédéric, puis une pour François. Peut-être que pour Frédéric, j'enchaîne les questions parce que tout est lié. Et pour moi, c'était pas ta position par rapport à au-delà du principe de plaisir, que tu le présentais comme étant finalement une position un peu anti-nietzschéenne, et puis finalement, au cours de ton exposé, tu le présentais comme finalement étant, voilà, il y a toute la question de la pulsion de mort. Et puis, enfin, en tout cas, moi, la lecture que j'en ai faite, il y a un moment, c'est voilà, il écrit ça en 1919 et il le met en opposition avec l'interprétation des rêves concernant la régulation de l'appareil psychique. Le rêve sert finalement à trouver un équilibre pour satisfaire l'être conscient et l'être inconscient quelque part. Et puis on arrive à cet équilibre-là, donc finalement on arrive à ce principe, voilà, d'équilibre. Ça serait un système, en biologie, on dirait une homéostasie, quelque part. Je ne sais pas s'il utilise ce terme, mais ça serait une métaphore qu'on pourrait utiliser. Puis la pulsion de mort, finalement, il compare, il s'interroge, si ma mémoire est bonne, sur justement les névroses de guerre, et puis le cauchemar qui, finalement, se répète sans arrêt et réveille le rêveur. Donc, finalement, on n'a pas la fonction initiale qui est de trouver cet équilibre. Il parle de la compulsion de répétition. Et puis, donc, finalement, il en vient à renverser un peu son système d'appareil psychique, où finalement, il conclut vers la fin que le principe de plaisir qui est censé réguler les choses, finalement, est au service de la pulsion de mort. Donc, pour moi, ce qu'il dit, ça reviendrait, ça serait un équivalent freudien à la jouissance lacanienne. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis, en fait. Donc finalement, il serait assez nietzschéen de ce point de vue-là. Enfin, on suit finalement quelque chose qui nous dépasse. J'enchaîne avec ma deuxième question. Non, parce que c'est un peu articulé. Je lisais juste avant un article assez court, Freud et Nietzsche, de François Requet. Il a écrit ça dans un écrit philosophique, où il compare finalement les positions de Freud et de Nietzsche, en voyant des similitudes entre le ça et le soi nietzschéen. Finalement, il y a une réserve de pulsions, il y a des forces qui s'affrontent. Et puis, il y a chez Freud l'idée que le moi n'est pas maître dans sa maison, ce qui rejoint. Et puis, finalement, dans la psychanalyse, il y a quand même l'idée de trouver d'arriver un petit peu à faire face à cette pulsionnalité, à cette jouissance, à l'aborder, à faire coupure, à faire en sorte, pour être par les freudiens, de faire en sorte que le moi puisse un petit peu maîtriser ce ça qu'il déborde, éviter de trop boire, de trop se droguer, enfin voilà, il y a quand même une idée de régulation. Chez Nietzsche, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a l'idée d'exprimer un peu sa volonté de puissance, si j'ai bien compris, mais il parle de 2 types d'individus par rapport à la volonté de puissance. Il parle d'individus où finalement la volonté de puissance est organisée sous la coupelle d'une certaine pulsion, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est organisé dans cette volonté de puissance, et d'autres où il y a une désorganisation, où il y a une lutte interne. Alors, je suis désolé, je suis un peu long dans mon développement, mais ça nécessite ça. Et même, ma question est de savoir finalement, si on suit Nietzsche, finalement, sa volonté de puissance, il y a quelque chose qui peut être assez positif, finalement, qui n'est finalement pas une pulsion de mort, mais quelque chose, une sorte de guide qu'il faut suivre pour éviter de se mettre dans des carcans, justement, d'une généalogie de la morale qui va nous rendre dingues, quoi. Donc ça serait une position complètement différente, ça serait une position assez optimiste, quelque part, par rapport à la position lacanienne ou freudienne d'une pulsion de mort qui nous détruit et qu'on doit un peu contrôler, si je polarise un peu. Je sais pas ce que... Moi, si je fais un raccourci, je pourrais dire que une volonté de puissance bien comprise, ce serait de viser au symptôme, quelque part. C'est-à-dire de faire avec cette jouissance et de trouver une forme d'homéostase au cas par cas.
qui serait l'expression même de la singularité du patient. Donc, de ce point de vue-là, voilà, pour moi, voilà, en raccourci, la réponse c'est ça, c'est qu'il y a peut-être chez le dernier Lacan cette visée du symptôme comme faire avec la jouissance singulière du patient de manière à ce qu'elle ne soit plus le principe d'un ravage. Donc, et après, c'est vrai que moi, j'ai pas eu le temps de... Bon, on ne peut pas tout dire, mais en préparant cette conférence, je me suis aussi beaucoup penché sur l'introduction qu'a fait Deleuze aux écrits de sa chère Masoch. Et c'est vraiment intéressant aussi, parce que j'ai réalisé qu'il publie ça en 1967, qui est l'année où Lacan fait son séminaire sur la logique du fantasme, qui est le séminaire dans lequel il prononce cette fameuse phrase « Je ne dis pas même la politique c'est l'inconscient, mais l'inconscient c'est la politique ». Et où il finit ce séminaire par un chapitre sur la jouissance et ensuite un chapitre sur le sadisme et le masochisme, dans lequel il fait l'éloge de la lecture de Deleuze, qui pour la première fois veut faire une lecture structuraliste ou structurale de la différence entre sadisme et masochisme, en disant il n'y a pas justement de couple sadomaso qui s'emboîterait parfaitement, mais il y a une scène sadique et il y a une scène masochiste qui fait avec cette pulsion de mort de deux manières différentes. Et c'est marrant parce que et ça me permet de rebondir sur le point où vous convoquez la question du silence dans la servitude volontaire. Et Deleuze commence en soulignant qu'il y a un paradoxe dans les écrits de Sade, c'est que les bourreaux parlent. Or, il dit le bourreau ne parle pas normalement. Et en fait, et apparemment, c'est Bataille qui souligne ça dans l'érotisme, justement, en disant que, et dans toutes ses réflexions sur Sade, hein, donc la valeur d'usage de Sade, etc., enfin tous les écrits de Bataille sur Sade. Et donc Bataille, le premier, pointe en disant mais comment ça se fait que des bourreaux, normalement, opèrent en silence, comme le veut finalement l'instinct de mort. Et pourtant, Sade fait parler le bourreau comme une forme de... Et alors, il le fait parler, c'est là où Deleuze pointe, la violence de la démonstration à l'intérieur des écrits de Sade, où la démonstration est au service de la pulsion de mort, comme comment dirais-je, comme une pulsion d'emprise sur l'autre qui ne laisse aucune répartie. En fait, ça n'ouvre pas au dialogue. Une démonstration chez Sade, c'est pour clouer le bec à l'autre et le river à la loi qu'il doit accomplir dans une négation totale de son être. Donc là, d'ailleurs, ça me faisait penser finalement sur la servitude volontaire. On pourrait imaginer deux scènes de la servitude volontaire. Une sadique qui passe par le surmoi et dans lequel chacun doit se faire l'instrument de l'idée, de la loi, au prix de son propre effacement et de l'effacement de l'autre. Ou une scène masochiste où c'est le contrat où on fictionne soi-même sa propre servitude en attribuant à l'autre le pouvoir qu'on lui a confié en sous-main, quoi. Bon, je me perds un peu, j'associe dans ma réponse, mais en tous les cas, et pour finir là-dessus, Deleuze aussi souligne que effectivement, pour lui, le texte au-delà du principe de plaisir est le plus philosophique de Freud, parce que c'est celui où, en fait, l'au-delà du principe de plaisir, il dit, il n'appelle pas un au-delà conceptuel directement, mais la prise en compte d'une infinité de variations avant que ce principe ne s'accomplisse. C'est-à-dire, il va dire l'intrusion de Thanatos, l'intrusion des névroses traumatiques, etc., c'est toujours parce qu'en fait, quand on regarde au-delà du principe de plaisir, tous les cas qui ne rentrent pas en apparence dans une explication du principe de plaisir, Freud trouve toujours une manière de les remettre... Ça n'était qu'un détour. Parce que le déplaisir de la décharge aurait été tellement intense au moment T qu'il valait mieux supporter l'intensification jusqu'à une décharge qui soit plus adéquate. Et que donc, il y a toujours un moyen de reboucler la boucle pour le maintenir. Et donc ça dit qu'un principe régulateur ne dit pas l'ensemble des contingences de son exécution. C'est-à-dire qu'il dessine le champ, mais il ne dit pas ce qui va arriver dedans. Ouais. Bon, peut-être je m'arrête là, parce que je ne vais pas prendre trop la parole.